Donc, bienvenue dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vais d'abord vous présenter rapidement le sujet, donc la thématique du jour. Ensuite, je me présenterai et je présenterai Atlancad. Donc, le webinaire du jour est dédié aux luminaires dans Revit. Donc, on va créer des luminaires personnalisés et on fera aussi rapidement un petit état des lieux des luminaires existants. Donc, pour créer un luminaire, on regardera d'abord l'état des luminaires existants dans Revit. Ensuite, on analysera, comme dans toute création de famille, notre besoin, on planifiera notre projet pour pouvoir le réaliser. Ensuite, on enregistrera notre projet et on le testera dans un projet Revit. Avant ça, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Timothée Birger, je suis architecte de formation. J'ai travaillé presque une dizaine d'années en agence d'architecture et je travaille depuis quelques temps en tant que formateur chez Atlancad. Et du coup, je suis expert sur toute la partie Revit architecture et particulièrement les familles dans Revit. Pour présenter Atlancad, je pense que si vous êtes là, vous connaissez un petit peu Atlancad. Donc Atlancad, c'est une entreprise nantaise à la base qui a plus de 25 ans d'expérience dans 3 métiers différents. L'intégration de logiciels et la formation, la partie BIM pour accompagnement BIM pour les entreprises et une partie d'édition de logiciels qui tend à se développer de plus en plus. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est intéressant de regarder parce qu'il y a de plus en plus de petits logiciels qui sont très intéressants. Je vais juste regarder ici, il y a encore du monde qui veut nous rejoindre. Je ne sais pas trop comment on fait. Et après, on va démarrer. Donc, pour ce petit webinaire sur les luminaires, je vous ai préparé un petit modèle dans lequel on viendra tester après notre luminaire et dans lequel on pourra tester les différents luminaires de la bibliothèque Revit. Donc, c'est rien de plus qu'un petit morceau de bâtiment avec des murs, des portes, des fenêtres et avec surtout une dalle, un faux plafond pour qu'on puisse regarder comment fonctionnent les choses. Et j'ai déjà placé quelques luminaires de Revit, de la bibliothèque Revit à l'intérieur. Et donc, je n'ai pas vraiment fait de mise en page, mais on a un petit plan du niveau et un petit plan de plafond. Donc, je suis sur Revit 2020 avec le gabarit normal, comme ça, ça sera assez compréhensible pour tout le monde. Pour installer un luminaire dans Revit de la bibliothèque, le plus simple, ça sera d'aller dans l'onglet dans l'onglet système et d'aller chercher la partie luminaire ici, dans la partie électrique. Et ensuite, on pourra aller charger la famille et chercher le luminaire dans la bibliothèque. Donc, les luminaires sont cachés dans... Ça y est, j'ai pas les yeux en face des trous et du coup, je le retrouve plus. Dans installation électrique, luminaire. Et ensuite, on a plusieurs types de luminaires. Donc, on a des luminaires spécifiques avec des autres spécifiques, donc qui se placent au mur, au plafond ou au sol. Donc, on va regarder, par exemple, si on charge un luminaire n'importe lequel, par exemple, la rampe lumineuse qui se charge au plafond. Donc, quand j'ouvre le luminaire, c'est un élément, c'est une famille hébergée, donc il faut que j'aille chercher son hôte. Donc, on voit que, comme c'est un hôte plafond, il ira se placer uniquement si j'ai un plafond. Donc, la seule manière de le placer, c'est sur un plafond. Si j'essaye ailleurs, je ne pourrais pas le placer. Donc, je le place et je peux regarder la même chose de la même manière. Donc, si ici, je veux choisir un nouvel hôte, donc je sélectionne mon luminaire, je clique sur choisir un nouvel hôte, je serai toujours que sur du plafond. Donc ça fonctionne. Les hôtes comme ça fonctionnent la plupart des
luminaires fonctionnent avec ce type d'hôte, à l'exception de certains qui auront un hôte dit par face. Donc, par exemple, si je charge la lumière encastrée, elle a un hôte par face, donc je peux venir la charger soit sur les murs, soit sur les plafonds, soit sur la dalle. Il peut être plus pratique aussi. Et du coup, dans les différents éléments que j'ai chargés, il y a des hôtes qui ont des hôtes par face et d'autres qui ont des hôtes spécifiques. Donc ça, c'est différents éléments que je suis allé charger directement dans la bibliothèque Revit. En les sélectionnant rapidement, je peux voir quel type d'hôte ils ont. Donc si en faisant choisir un nouvel hôte, j'ai rien de spécifique, c'est qu'ils ont un hôte spécifique. Si en sélectionnant l'objet et j'ai une partie ici, choisir un nouveau et j'ai par face ou plan de construction, c'est qu'ils ont un hôte par face et du coup, je pourrais facilement aller placer mon spot, par exemple, sur un mur ou sur une dalle. C'est ce type de comportement qui va nous intéresser parce que à partir d'un seul spot, on pourra l'utiliser dans plusieurs types de conditions. Le spot spécifique, il est vite très embêtant. Par exemple, tous les autres plafonds, il faudra que je crée un plafond. En esquisse, souvent, on va assez vite et on ne crée pas de plafond. Et du coup, on ne pourra pas placer tous les autres qui ont besoin de plafond. Maintenant, on va regarder un petit peu les gabarits quand on crée des familles de luminaires. Donc, comme pour toutes les créations de familles, je fais fichier, nouveau famille. Et là, je retrouve les différents gabarits de famille. Donc, pour les luminaires, il y a une dizaine de gabarits qui sont regroupés ici. Luminaire linéaire métrique avec haute plafond, avec haute mur, haute plafond ou sans haute. Et ainsi de suite. Donc, les gabarits mur et plafond, on a la même chose après pour des luminaires locaux et pour des luminaires sous forme de spot. Les gabarits mur et plafond, ça va être des familles hébergées sur les murs et les plafonds. Donc, ils auront le petit problème qu'on a vu juste avant. Et les gabarits qui n'ont aucun hôte indiqué, ça va être des éléments sans hôte. Ça veut dire que je pourrais venir les poser un petit peu n'importe où. À l'exemple d'une lampe sur pied sur un bureau, par exemple. Elle n'aura pas d'hôte et c'est une lampe que je viendrai poser sur mon bureau. Et si je déplace mon bureau, ma lampe ne suivra pas avec, sauf bien sûr si j'ai mis une contrainte. Donc, on peut tester ce que ça donne. Si je commence une famille en partant du luminaire linéaire métrique, donc on a effectivement la même chose que sur les fenêtres qui sont aussi des éléments hébergés par les murs. Donc, on a un mur et on a un gabarit. On peut regarder en 3D ce que ça donne. On a un mur, on a la source lumineuse et on pourra rajouter, je fais juste pour le test. Je suis un petit peu embêté par ça. Voilà. On pourra rajouter des morceaux de 3D. Donc là, j'ai rajouté un morceau de 3D au milieu de rien. Je vais le mettre le plus contre le mur pour voir ce que ça donne. Et au moment où je charge ça dans le projet, c'est vraiment juste pour essayer. J'aurais peut-être dû la renommer parce que j'avais déjà chargé une famille qui s'appelle famille 1. Au moment où je la charge, comme c'est une famille hébergée par un mur, elle sera hébergée par le mur et je ne pourrai pas m'en défaire. J'aimerais créer un spot qui est hébergé par face. Et pour ça, on va devoir trouver le gabarit qui correspond. Quand je retourne dans mes différents gabarits, donc nouveau, famille, et que je regarde mes gabarits, j'ai aucun gabarit qui correspond à un hôte par face. J'aurai que des hôtes mur, plafond, ou alors aucun hôte. Donc pour ça, on va faire une petite adaptation et on partira du modèle générique métrique par face. Donc ça va être un modèle générique qui aura un hôte par face.
J'essaye et je regarde ce que ça donne. J'ouvre et en regardant en 3D, j'ai un morceau ici qui s'appelle modèle générique, donc c'est ici une face. Et ça me permettra d'utiliser l'élément que je vais créer sur n'importe quelle face. Donc que ce soit une face horizontale, verticale ou inclinée. Donc je pourrais venir placer mon spot sur des murs, des plafonds, mais je pourrais aussi venir le placer sur des toitures inclinées, sur des rampes, sur des éléments de ce type-là. Et même sur d'autres modèles composants in situ ou sur d'autres familles. Dès le moment où il y aura une face, il le reconnaîtra. Donc, en conclusion des états des lieux de Revit, on se rend compte qu'on a déjà une bonne quantité de spots différents qui existent dans Revit, qu'ils ont deux types de fonctionnement dans les familles. Soit c'est des hôtes par face, soit c'est des hôtes spécifiques. Quand c'est des hôtes spécifiques, je suis vite limité dans ce que je peux faire avec. Et quand c'est des hôtes par face, ça me permet de les placer quelle que soit la face, donc ça me donne beaucoup plus de liberté. Par contre, dans les gabarits de famille qui permettent de créer des luminaires, j'ai uniquement des hôtes spécifiques. Donc, je ne peux pas créer d'hôtes par face, à moins de travailler un petit peu là-dessus. Donc ça, c'est la petite partie état des lieux. Et ensuite, on va rapidement analyser notre besoin en création de famille. Donc la création de famille, c'est quelque chose d'assez méthodique. Il faut d'abord se poser les questions avant de se mettre à réaliser les choses. C'est la meilleure manière de pouvoir gagner du temps quand on fait des éléments et de ne pas les recommencer 20 fois. Donc souvent, ce que je fais moi quand j'ai une famille à commencer, c'est que par exemple, je prends un petit carnet à côté de moi et je vais noter les différents points de la famille. Donc je vais noter ce que je veux réaliser. Je vais noter quels paramètres je veux mettre en place, quels paramètres je ne veux pas que l'utilisateur puisse toucher aussi. Et je vais esquisser rapidement la forme en 3D de ce que va prendre mon élément. Donc là, on le fera progressivement, mais ce qu'on veut faire, c'est un petit spot encastré en note par face. Et du coup, l'idée, ça va être de voir les différentes choses plus ou moins complexes qu'on peut faire sur une famille de luminaires. De cette manière, après, on pourra faire des luminaires plus simples ou de formes différentes. Donc là, on va vouloir faire un petit spot sur lequel on pourra régler ses dimensions en largeur. Donc, ça sera un spot carré. On pourra régler la dimension du carré. On pourra peut-être régler la petite dimension du rond qui sera à l'intérieur. Et on pourra ajouter, par exemple, un petit bouton pour allumer et éteindre. Et surtout, ce qui est important, comme c'est un spot encastré, on voudra qu'au moment où on encastre le spot dans un élément, quel que soit l'élément, ça vienne créer le trou. Ça fait partie des choses qu'on peut faire dans Revit et qui sont assez importantes. Et l'idée, c'est qu'il le fasse de manière automatique. Et bien sûr, la question à se poser, c'est aussi quel gabarit choisir pour faire quelle famille. Donc là, on a vu que dans les gabarits de luminaires, il n'y avait pas ce que je voulais. Il n'y avait pas ce que je voulais, donc je vais partir d'un modèle générique métrique et ensuite je vais l'adapter pour faire ce que j'ai envie de faire. Assez souvent, on va être amené à faire ça. Après, bien sûr, quand on aura adapté le gabarit, on pourra l'enregistrer dans la bibliothèque pour se rajouter un gabarit qui permet de faire ce qu'on a envie de faire. Je reviens sur mon modèle générique métrique par face. J'ai juste une face pour le moment. C'est un modèle générique, donc en BIM, il sera classé comme modèle générique et pour le moment, ce n'est absolument pas un luminaire. Pour transformer ce gabarit en gabarit pour faire une famille de luminaires, je vais aller dans la petite partie ici, catégorie et paramètres de famille. Dans catégorie et paramètres de famille, je vais avoir la liste de toutes les familles que ce modèle peut devenir. Donc, il y a tous les onglets, il y a toutes les différentes catégories de Revit. Et du coup, je vais pouvoir aller lui dire que je veux que ce modèle soit un luminaire.
Donc après, ce gabarit deviendra un luminaire. Et du coup, il me demande plusieurs choses. Il me demande, est-ce que je veux le couper avec un vide? C'est pas ce qu'on va faire. On va faire un vide déjà intégré. Est-ce que je veux activer la source d'éclairage? On va l'activer parce que c'est un luminaire, donc on veut qu'il émette un éclairage. Et ensuite, il y aura différents éléments. Est-ce que je le veux comme point de calcul de la pièce? Je peux déjà mettre son numéro omniclasse si j'ai envie et ce genre d'éléments. À partir du moment où je clique sur OK, je suis plus sur un gabarit de modèle générique métrique, je suis sur un gabarit de luminaire, mais avec un note par face. Donc c'est assez simple, il n'y a pas besoin de bidouille d'aller récupérer un luminaire haute par face de la bibliothèque Revit, de supprimer tous les éléments et de recommencer. Il suffit de partir d'un modèle générique et de lui demander que ça soit un luminaire. Et du coup, je vois que j'ai une source d'éclairage au milieu. On va s'en occuper un petit peu plus tard. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer ma création. Donc là aussi, quand on crée des familles, il faut rester très méthodique et du coup, l'idée c'est de créer des éléments de référence, de créer les contraintes sur les éléments de référence et ensuite d'aller contraindre les solides sur les éléments de référence. On essaye de jamais créer de contraintes d'un solide sur un solide parce que c'est la meilleure façon de créer des bugs dans les familles. Donc le plus facile, ça va être d'abord créer des éléments de référence et créer leurs contraintes. Pour ça, je vais aller sur le plan des tâches pour créer mes premières contraintes. Et je vais donc me placer en plan. Je vois mon note face et ma source d'éclairage qui se place au centre. Et pour créer mes premiers éléments de référence, je vais créer des plans de référence ici. Donc pour le moment, je vais juste faire les contours carrés du spot et créer une contrainte pour commander ces contours. Donc je crée des plans de référence ici pour définir le contour carré. Et ensuite, je vais créer des lignes, des cotes, déjà une première cote entre les trois axes à chaque fois que je vais mettre à équivalence, de manière à ce que le centre de mon modèle, donc c'est le centre sur lequel je vais venir quand j'installe ma femelle, elle s'installera toujours par l'origine, soit toujours au milieu de mon carré. Et ensuite, je créerai des cotes pour définir la dimension. Et une fois que j'ai fait ça, je vais créer un libellé, donc une contrainte sur cette cote. Pour ça, je vais aller juste sur la partie là-haut, code du libellé, et je crée un nouveau paramètre. Je vais l'appeler par exemple largeur. À ce moment-là, me demander est-ce que c'est un paramètre de type ou est-ce que c'est un paramètre d'occurrence. Donc, paramètre de type dans Revit, ça agira sur tous les éléments du même type. Paramètre d'occurrence, ça agira uniquement sur l'élément sélectionné. Souvent, les dimensions, ça va être des paramètres de type. Et quand je voudrais avoir, par exemple, un spot de 10 cm ou un autre spot de 5, je créerai deux types différents. Donc, je vais laisser paramètres de type. Et ensuite, pour l'appliquer de l'autre côté, pour avoir la même dimension sur celui-là, je sélectionnerai ma cote et j'irai chercher ici la largeur. Et dans ce cas-là, j'ai la même dimension. Et quand je vais dans type de famille, si je règle ma dimension largeur ici, que je demande 900, il se met à 900. C'est des grandes mesures parce que dans les familles, par défaut, on dessine toujours en millimètres. Donc, on s'habitue très vite à dessiner, à manier les millimètres dans les familles. Ça ne veut pas dire que dans le projet Revit, on va charger des choses en millimètres. Une fois qu'on est dans le projet Revit, on sera dans l'unité choisie par le projet. Donc là, j'ai créé mon premier élément et il me suffit mes premières références. Et pour créer mon solide et le contrainte dessus, il me suffit de créer mon solide. Donc, ce que je vais créer, c'est le bord du spot. Ça va être un élément simple pour le moment, une extrusion. Donc, dans la partie créer, je vais aller demander une extrusion. Et je vais vouloir créer les contours de mon extrusion en les contraignant sur les plans de référence.
Donc pour ça, il y a plusieurs manières. Soit je peux utiliser l'outil choisir les lignes et lui demander verrouiller les lignes. Et du coup, j'irai cliquer mes plans de référence. Et ensuite, je recouperai pour définir mon contour. Soit, quand c'est des éléments rectangulaires, je peux utiliser l'outil rectangle et aller verrouiller ensuite tous mes cadenas. L'important à ce niveau-là, c'est toujours de bien contraindre les éléments. À cela, je vais aussi ajouter un petit trou rond dans lequel viendra se placer la partie arrondie de mon spot. Donc, dans mon dessin, je vais rajouter un rond. Et pour le moment, je vais vouloir contraindre une dimension que l'utilisateur ne pourrait pas faire fonctionner. Ça va être la distance entre le bord ici et le cercle. Donc, pour ça, je vais créer une cote entre mon plan de référence et mon cercle. Et j'en crée une aussi de l'autre côté. On voit qu'au moment où je passe sur le cercle, je peux aussi créer une contrainte avec le centre. On ne va pas s'en occuper pour le moment. Et quand je clique sur mon cercle, mes codes deviennent des codes temporaires et je peux par exemple demander 50 mm. Il faudrait que je réfléchisse, c'est que je change le rayon pour contraindre ici. Donc si je veux 50 et 50, ça fait 800, ça fait qu'ici je veux 400 de rayon et 50 mm. Et ensuite, je peux venir verrouiller mes codes. Donc ça, c'est le deuxième type de paramètre, c'est un paramètre verrouillé. C'est un paramètre sur lequel l'utilisateur ne pourra pas agir. Ça sera de toute manière verrouillé. Une fois que ça me convient, je peux valider mon élément et aller voir en 3D à quoi il ressemble. Donc là, j'ai juste fait une extrusion 3D, c'est un petit peu épais, et ça vient se placer sur la face. Donc je vais me créer en même temps, déplacer ça aussi pour qu'on puisse voir en permanence l'évolution en 3D. Et je vais mettre une vue avant pour regarder en face avant de quoi ça a l'air. Et maintenant, pour définir la hauteur de cet élément, j'ai plusieurs manières de faire aussi. Soit je crée un plan de référence et je viens le contraindre sur un plan de référence, soit je règle juste uniquement ici la distance fin d'extrusion. Donc, tu as un élément qui va dépasser très peu. Je peux par exemple mettre une fin d'extrusion à 10 mm. Bien sûr, les autres dimensions, je les réglerai. Ces dimensions-là, c'est pareil, c'est une dimension sur laquelle je ne vais pas créer de paramètres, donc l'utilisateur ne pourra pas agir dessus. C'est la même chose dans toutes les familles. Je peux créer autant de paramètres que ce que je fais de dimensions dans des solides, mais l'idéal, ce sera de ne pas en créer énormément parce que sinon l'utilisateur va être perdu et va se retrouver avec des centaines de paramètres sur lesquels il n'aura pas beaucoup d'intérêt à agir. Donc, on va repasser à la suite. Donc là, j'ai mon premier morceau de solide. Et maintenant, j'aimerais créer un deuxième morceau de solide ici qui a la forme du spot. Donc pour ça, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va faire une révolution. Donc, on va faire une révolution sur le long du centre. Pour ça, je vais me placer sur ma face avant. J'aimerais bien qu'elle se place au début. Tant pis, à la fin. Je me place donc sur ma face avant. Je me mets bien en ligne filaire pour que je puisse voir tous les éléments. Et du coup, au lieu de créer une extrusion, je choisis révolution. Et là, il me demande cette fois-ci mes lignes de contour de la même manière et surtout une ligne d'axe. Donc, je peux d'abord définir une ligne d'axe, aller lui dire choisir une ligne. Et là, il me définira, je pourrais cliquer sur le plan de référence et il me créera une ligne d'axe sur le centre. Donc, on voit en 3D que c'est bien sur le centre. Et si j'ai pensé, je ne sais plus si j'ai pensé à le faire, cliquer sur verrouiller, je n'ai même pas à me poser la question. Je n'ai même pas à me poser la question de verrouiller. Et ensuite, je dessine la forme que je veux faire en révolution. Donc, c'est assez simple ce que je veux faire. Je veux faire uniquement un petit arc de cercle ici qui revient comme ça, sur lesquels je vais
définir un paramètre ici pour pas que mon élément s'éloigne trop et lui donner une forme un peu plus sympa aussi. Donc, je vais créer rapidement sa forme. Quand on dessine dans les familles, on n'est même pas obligé de donner trop de dimensions aux choses, on les changera après. Exemple, faire ça. Aller verrouiller les éléments que j'ai envie de ne pas voir se déplacer. Et créer des contraintes entre les plans de référence. Par exemple, entre ce plan de référence-là et le bout, pour être sûr que lui reste à 10 mm. Et par exemple, en créant entre le bord et ici, que ça reste toujours à 70 mm, et peut-être un ici pour que ça reste toujours à 90. Je crois que mon esquisse est bonne, donc que c'est un contour fermé ou deux contours fermés, parce que si je veux, je peux aller me rajouter un petit peu de détails, par exemple en signifiant la forme d'une ampoule juste ici. Peut-être pas comme ça, parce qu'il ne faut pas que je dépasse de la ligne d'axe. Peut-être plutôt comme ça. Hop. Je peux valider, et dans ce cas-là, il me fait ma révolution. Donc, quand je passe en ligne filaire, je vois bien que j'ai ma révolution, j'ai mon petit élément. Et normalement, si je n'ai pas fait trop de bêtises et que je modifie les dimensions ici, que je demande par exemple 600 mm, bon, ouais, j'ai fait une connerie. On va plutôt le mettre dans ce sens-là, plutôt que dans l'autre sens. Et là, je peux valider. Ce qui me manque, c'est que mon élément ne fait pas un trou. Donc, pour ça, je vais aller créer un trou dans ma face. Donc, de la même manière, je peux faire, à partir dans les familles 3D, je peux faire des extrusions en forme de plein ou je peux faire des extrusions en forme de vide de la même manière. Ce que je recommande, c'est plutôt partir d'une extrusion en forme de plein et la transformer en vide après. Si je fais un vide directement, il ne saura pas sur quoi faire le trou, la soustraction, et du coup, il aura tendance à prendre le dernier élément créé plutôt que la face. Donc, je vais plutôt partir d'une extrusion, dessiner l'extrusion qui va faire mon trou. Donc, je peux par exemple aller sélectionner mes lignes et recouper. Donc là, j'ai bien mon élément. Et après, aller, par exemple, me placer ici. Peut-être qu'il faudrait que je crée un plan de référence en plus qui définira ici la profondeur de mon trou. Je cale mon solide sur mon trou. Et après, ici, au lieu de dire que c'est un solide, je dis que c'est un vide dans les propriétés. Ça devient un vide et en 3D, il est affiché en orange. Et une fois que ça devient vide, pour qu'il fasse le trou dans la face, donc dans son hôte, ici, j'irai choisir couper la géométrie, je choisirai mon vide et je choisirai mon hôte. Et là, on voit bien qu'il vient faire un trou sur mon élément hôte. Et il fera un trou de cette profondeur-là. Donc, si j'ai envie, je peux créer un nouveau paramètre ici pour dire que c'est par exemple la profondeur du trou. Ça ne sert pas à grand-chose, mais du trou. Hop. Ça ne sert pas à grand-chose, mais au moins on peut créer un nouveau paramètre. Donc là, j'ai créé mes solides. Ils sont assez jolis en 3D. Par contre, ils n'ont aucun matériau et il manque un petit solide qu'on va créer juste après. Pour attribuer un matériau sur un solide, déjà, je vais aller dans la partie « Gérer matériaux » et voir les différents matériaux qui sont dans mon gabarit.
Donc, par défaut, il y a énormément de matériaux dans les gabarits. De la même manière, ce que je vous recommande, c'est de tout supprimer. Donc, je vais dessus, je les supprime, je fais appliquer. Comme ça, j'ai plus de matériaux dans mon gabarit. Oups. De tout supprimer, sauf celui qui s'appelle source d'éclairage par défaut, sinon la source d'éclairage devient opaque. Ça, j'ai plus de matériaux dans mon gabarit, à part la source d'éclairage par défaut. Et ensuite, je peux par exemple soit aller chercher un matériau dans ma bibliothèque, soit créer un matériau, soit dire que je n'ai pas besoin de mettre de matériaux dans ma famille, et dans ce cas-là, je les attribuerai une fois que je suis dans mon projet. On va juste rapidement créer un matériau, donc on va dans Gérer, navigateur de matériaux, on fait créer un matériau, et on crée un nouveau matériau. Et matériau luminaire 1, parce que je n'ai pas trop d'idées, comme ça on pourra détailler plus tard ce qu'on a envie, si c'est de l'alu ou du plastique ou autre chose. Et je vais juste régler une petite teinte, par exemple un gris clair en ombrage. En motif en coupe et en motif de surface, je ne vais absolument rien mettre. Et peut-être régler un petit peu son apparence. Faire un petit gris clair métallique. Donc pour ça, je mets une petite couleur gris clair, je dis qu'il est métallique et je lui mets une réflectivité. Et si je veux qu'il soit un peu plus ou moins lustré, je peux augmenter la partie lustre. Je ne vais pas trop faire de matériaux plus détaillés. L'idée, c'est juste de pouvoir voir au moment où on pose notre matériau. Et maintenant, pour contraindre ce solide-là sur un matériau, je sélectionnerai mon solide et ici, dans le matériau, je chercherai le petit carré du bout qui permet d'associer un paramètre et je créerai un nouveau paramètre. L'idéal, c'est de toujours nommer les choses correctement pour que l'utilisateur s'y retrouve, surtout quand l'utilisateur, c'est nous-mêmes. Et après, de toujours bien réfléchir si c'est un paramètre de type ou d'occurrence. Et là, j'ai associé un paramètre à ce solide-là. Je peux aller associer un paramètre à ce solide, donc soit le même, soit on crée un autre. Et ensuite, il se restera juste à associer un matériau à ce paramètre. Pour ça, je vais dans type de famille. Je vais chercher mon paramètre ici. Et je vais dire, c'est le matériau luminaire 1. Et dans ce cas-là, dans la famille, c'est le matériau luminaire que je viens de créer qui s'applique. Donc, je vois qu'il a changé de couleur. Et surtout, j'ai un paramètre pour que l'utilisateur puisse régler lui-même le matériau après dans son projet. Qu'est-ce qu'il restera à faire ici? Il restera à faire un petit élément d'auto-éclairement et peut-être à définir quelques détails en plus. On pourrait par exemple dire que, en fait, en gardant la base carrée de mon luminaire, j'aimerais un paramètre pour régler la taille du cercle. Donc pour ça, au lieu d'avoir ces contraintes-là verrouillées, ici, créer une cote de diamètre et aller attribuer à l'intérieur de mon esquisse un paramètre pour, par exemple, diamètre du spot. Paramètre de type. Donc, ça me convient très bien. Et ici, j'aurai un paramètre pour régler le diamètre du spot. Et après, il faudrait, pour être sûr que lui suive correctement, il faudrait peut-être juste que j'aille rajouter ici un élément qui dise, en fait, de là à ici, c'est diamètre du spot moins 10 mm, par exemple. Pour ça, je vais créer ma contrainte ici. Je dis et pour être sûr qu'il se fasse diamètre spot moins 20 mm, je vais dans type de famille, je repère
mon paramètre diamètre spot intérieur et je dis qu'en fait, lui, sa formule qui le définit, c'est diamètre du spot moins 20 mm. Dans ce cas-là, dès que je réglerai mon diamètre du spot, le diamètre spot moins 20 mm, diamètre spot intérieur va se régler automatiquement. Là, il faut juste que je réfléchisse. Je vais peut-être supprimer ça parce que ce n'était pas très beau. Réfléchisse à rajouter une contrainte ici. Donc, une petite cote qui va par exemple de ce point à ce point, qui reste toujours bloqué à 20 mm. Une autre qui va là. Et comme lui, c'est un demi-cercle, il me faudra peut-être aussi une cote qui va de ici à ici et qui soit de ici à ici et qui soit ici toujours diamètre spot intérieur. Donc là, je peux revalider mon élément. Hop, il est un peu trop grandi parce que ce n'est pas un diamètre que j'ai fait. J'aurais dû faire un rayon. En fait, ma formule, c'est ça. C'est plutôt diamètre spot intérieur divisé par 2 pour en faire un rayon, moins 20 mm. Voilà. Là, j'ai mon élément un peu mieux dessiné. Et j'aimerais juste rajouter ici un élément qui donnerait, qui ferait par exemple la face. La face qui viendrait se placer ici. Donc de la même manière, je peux retourner sur mon plan de référence. Je peux faire créer extrusion, demander un petit cercle et aller poser un cercle ici. Et comme c'est le même paramètre, je peux aller chercher ma cote temporaire et mettre diamètre spot intérieur, valider. Me mettre sur ma vue avant pour le descendre à la bonne hauteur, donc par exemple, moins 5 mm, et lui définir un matériau. Ici, donc c'est la face de mon spot, c'est ce qui va s'allumer en aspect réaliste, donc je vais créer un matériau un petit peu différent des autres matériaux, ça va être un matériau d'auto-éclairement. Dans les spots, pour avoir un aspect réaliste, dans les luminaires, c'est bien que toute la partie qui s'allume quand on allume notre lumière, elle a un matériau d'auto-éclairement. Ce n'est pas avec lui qu'on va créer la lumière qu'on aura dans les rendus réalistes, ça sera avec la source d'éclairage. L'auto-éclairement, il servira pour donner un aspect réaliste, donc à ne pas avoir un spot qui soit noir ou gris foncé. Donc pour ça, je vais créer d'abord une contrainte ici, en disant que c'est matériau lumière, par exemple. Hop, et après, je vais créer mon matériau. En ombrage, je vais lui mettre le plus blanc possible. Et en apparence réaliste, je vais créer un matériau qui soit mais surtout ici, qui a un auto-éclairement. Donc, je peux mettre un léger auto-éclairement, par exemple, ce qu'ils appellent ampoule dépolie. Quelque chose de plus faible si j'ai envie. Je peux mettre quelque chose qui est plutôt abat-jour extérieur. Appliquer. Et du coup, quand je viens ici chercher mon cercle, son matériau lumière, je viens ici prendre mon matériau. Hop. Et là, je vais avoir un matériau d'auto-éclairement. Donc, c'est un matériau qui sera toujours allumé. Et ça donnera un effet lumineux. On verra ça rapidement quand on viendra placer notre spot. Une fois que la définition de notre volume 3D nous convient, il restera à régler la partie définition de la source d'éclairage. Pour définir la source d'éclairage, on clique sur la source d'éclairage et on va là-haut et on voit diverses définitions de source d'éclairage. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans les différents gabarits de lumière.
Donc, on va avoir une source d'éclairage linéaire, une source d'éclairage ponctuelle, une source d'éclairage en rectangle ou une source d'éclairage en cercle. On va prendre une source d'éclairage ponctuelle et ensuite, on aura cette distribution. Donc, soit on distribue à 360 degrés, soit on distribue juste d'un côté, soit on distribue comme un spot, c'est ce qu'on va faire, ou soit on distribue comme une distribution photométrique. Ça, c'est un fichier IES qu'on pourra venir charger, par exemple, en téléchargeant un fichier IES d'un fabricant. Comme on veut faire un spot générique, on va utiliser la distribution spot. Donc, on voit que même en partant d'une source d'éclairage qui était rectangulaire ou linéaire, on peut facilement changer sa distribution. Et ensuite, on aura notre petit spot qui apparaît ici, et il suffit juste de lui régler une bonne inclinaison. Pour ça, ça se retrouve dans les paramètres. Et ici, on voit qu'on a la partie photométrique, donc ça, c'est toute la distribution de la lumière. On aura un angle d'inclinaison qui, pour le moment, à 60 degrés, et pour le mettre dans l'autre sens, il faudra le mettre à moins 90. Et dans ce cas-là, il se retrouve dans le bon sens. Et ensuite, les autres paramètres, ça sera l'angle du champ, l'angle du faisceau, donc c'est les deux cônes ici, et ensuite sa couleur et son intensité. Et ici, je pourrais aller régler son intensité, si j'ai envie de monter son intensité, le régler par le flux lumineux, si je veux plutôt le faire par le flux lumineux, par l'intensité lumineuse, ou ainsi de suite. Et par exemple, on pourra dire qu'on crée une ampoule de 45 watts. De couleur, on peut mettre couleur blanche et on peut lui mettre quelque chose qui correspond plus à, on va laisser sur halogène ou mettre une lumière incandescente. Toutes ces données ici, c'est des données qu'on pourra retrouver après dans les nomenclatures. Et après, il reste aussi à définir est-ce que la base de la source d'éclairage, donc est-ce qu'elle est à l'intérieur du solide ou est-ce qu'elle est à l'extérieur du solide? À l'intérieur du solide, il faudra que le matériau ici soit légèrement transparent pour laisser passer la lumière. Donc ici, on va se placer juste à l'extérieur du solide. Essayer de se placer au centre quand même pour être sûr. Et puis, on a à peu près fini notre spot. On peut peut-être juste vérifier si je n'ai pas fait de catastrophe en allant trop vite et si on peut bien régler les dimensions. Donc pour ça, j'ouvre mes paramètres de type et je change le diamètre du spot. Par exemple, je le mets à 500. Je vois qu'il arrive bien à suivre et j'ai ma largeur ici que je voudrais changer aussi. Et donc, je peux par exemple la mettre à 600 et voir si elle suit avec. Et ici, je vais pouvoir organiser mes différents paramètres, aller mettre celui-là, si je ne veux pas qu'on puisse agir dessus, aller le mettre plus bas si je ne veux pas qu'il soit dans les paramètres principaux. Et je peux changer de catégorie les matériaux de finition. Si je ne veux pas avoir spécialement une catégorie matériaux de finition, je peux aller les mettre dans cote aussi. Donc, pour les futurs utilisateurs, je pense à trier un petit peu les différents paramètres qu'ils pourront utiliser. Une fois que j'ai fini mon spot, c'est le moment de le tester. Donc, le tester dans un projet Revit et après voir ce que je peux avoir dans les nomenclatures et ce genre de choses. Et ce que je peux avoir en aperçu réaliste. Ici, on a fait quelque chose de très simple. Bien sûr, en utilisant des lignes de référence, on pourrait contraindre des spots et faire des spots avec des rotations et ce genre de choses. Mais c'est déjà un peu plus complexe et en 45 minutes, c'est un peu dur à expliquer. Qu'est-ce qui reste à faire de très important une fois que j'ai fini mon élément? Ça va être d'aller purger pour ne pas charger une famille trop lourde et peut-être de créer un premier type. Donc, pour purger, je vais dans Gérer et purger et je vois les différents éléments. C'est principalement des matériaux que j'ai supprimés qui me demandent de purger. Donc, je purge une ou deux fois pour être sûr de tout avoir purgé. Et ensuite, je peux créer un premier type et je peux aller ici dans Type de famille et dire, par exemple, ça va être mon spot qui fait... je vais peut-être le réduire drastiquement d'ailleurs, parce que je veux un petit spot de 5 cm.
Ah, il n'est pas content du tout parce que j'ai réduit trop vite, je pense. Okay. Le diamètre du spot. Ici, je fais 200. Oui, parce qu'en fait, mon trou, il devient trop énorme. Donc, moins 2 mm plutôt. Hop. 50 mm, 60 mm. Là, en fait, c'est plutôt cette dimension-là que j'aurais aimé avoir. J'ai créé quelque chose de beaucoup trop gros. Je suis un petit peu perdu dans les unités. « 96. Donc, j'ai juste une ou deux trucs à régler. Et du coup, diamètre du spot. Okay, c'est peut-être plutôt ça que je veux dans les dimensions. Donc comme ça, on voit que ma hauteur de trou, elle est un peu moins... Je peux peut-être mieux l'adapter un petit peu mieux. Donc ça fera juste une profondeur de 25 mm. Ça fera un petit spot de 5 mm. Donc je peux créer mon type en l'appelant spot 5 cm. Valider mon type et enregistrer ma famille. Donc, je peux enregistrer ma famille. Là, je vais la mettre sur mon bureau. Je peux la mettre dans ma bibliothèque personnalisée et l'appeler spot 50 luminaire spot. Et j'écris lot pour être sûr que ce n'est pas un autre plafond. J'écris que c'est bien un autre par face. Et ensuite, je peux aller charger dans la famille et aller l'appliquer. Donc là, je l'ai au bout de mon outil. Je peux aller le poser sur le mur. Je vois bien que ça se pose sur le mur. Je peux aller poser sur mon faux plafond. Ça se pose bien sur mon faux plafond. En zoomant, on voit bien que ça crée le trou. Sur la tranche du mur ici, sur la dalle ici, ça fonctionne à chaque fois. Et comme c'est un autre par face, ça fonctionnera aussi sur les familles imbriquées. Il nous manque ici, si on va dans la vue de plafond, donc là, j'avais créé différents spots avec des petites étiquettes. On voit bien que mon spot ici, je vais aussi pouvoir l'étiqueter. Si je vais dans annoter, étiqueter par catégorie, je vois bien que son étiquette fonctionne et du coup, je récupère bien. J'avais fait juste une étiquette avec nom de la famille, nom du type et la puissance. Donc, je récupère bien nom de la famille, nom du type et la puissance. Si je veux afficher les sources lumineuses dans Revit, j'irai dans VV et j'irai chercher bien dans le bon. Et j'irai chercher luminaire ici et j'ai source d'éclairage. Et dans ce cas-là, je pourrais voir toutes les sources d'éclairage. C'est vite un petit peu le bordel, mais ça me permet de savoir si mes éléments ont ou pas des sources d'éclairage. Je reviens en arrière pour ne pas l'afficher. Et nous, ce qui nous reste, c'est qu'en plan de plafond, le spot est très petit parce qu'il fait 5 cm. Et c'est aussi un problème dans les différents spots de Revit, dans les différents luminaires, c'est qu'on n'a pas de symbole, d'aspect symbolique pour nos spots. Donc, on va être obligé d'aller les étiqueter à chaque fois. Et on ne pourra pas faire de légende avec un symbole. Et souvent, au centième, le spot de 5 cm va être très petit, on le verra à peine. Donc, dans notre famille ici, on va rajouter rapidement un symbole. Pour faire ça, on va créer une nouvelle famille qui s'appelle annotation. Ce n'est pas une annotation, c'est un élément de détail. Élément de détail métrique. Ça, c'est une famille 2D qui va servir juste pour créer des détails. Donc, à partir de ça, au lieu de faire des éléments 3D, je pourrais faire soit des lignes, soit des zones remplies. Et du coup, je vais pouvoir créer
un symbole pour mon spot. Donc pour ça, je vais créer rapidement mon symbole. Très rapidement, je vais faire un symbole d'une lampe que je me suis donné de faire, par exemple. Un petit élément comme ça. Je vais rester relativement simple. Donc là, on peut faire des lignes et des zones remplies. Et les zones remplies, on pourra changer leur teinte. Donc là, je peux faire, à partir de zones remplies noires, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose de gris foncé pour que ça soit un peu moins violent. Je vais faire une zone remplie de l'autre côté aussi. Je mets le même remplissage. Et là, il me reste juste à créer un paramètre pour donner son diamètre. Comme ça, j'aurai un paramètre qui pourra régler mon diamètre de symbole. Donc là, je peux aller créer un petit paramètre, symbole, le mettre par exemple en propriété d'occurrence, comme ça je pourrais le régler sur chaque spot si j'ai envie. Une fois que ma famille est finie, je vais d'abord dans les matériaux, je supprime tous les matériaux parce que c'est un élément 2D, il n'a pas besoin de matériaux. Ça fait que faire des familles plus grosses, donc des projets plus gros une fois que je les ai ça chargés. Je purge, j'enregistre ma famille. Et je vais la charger pas dans le projet, mais dans le spot. Donc, je vais la charger dans le spot. Et ici, je peux venir la placer dans le spot. C'est un élément 2D. Donc, si je vais dans paramètres de visibilité, on voit bien qu'il dit qu'elle se verra que dans ma vue sélectionnée, donc pas sur les vues de face, et elle ne se voit pas en 3D. Je l'ai posée en plein milieu, elle est un peu énorme, et du coup, il me reste juste à associer un paramètre au diamètre de ce symbole-là, et du coup, je peux aller retrouver ici, quand je sélectionne, je peux retrouver mon paramètre d'occurrence qui s'appelle diamètre symbole, et lui associer un nouveau paramètre. Et là, dans le type de famille, j'ai bien le diamètre du symbole. Donc, je peux le descendre un peu plus bas et dire que le diamètre du symbole, c'est par exemple 500 mm. Dans ce cas-là, il est un peu plus petit. Et quand je charge ma famille dans le projet, donc je peux la réenregistrer si j'ai envie, je peux la recharger dans le projet. Je demande de la remplacer, donc je la remplace. Et là, en plan, j'ai rien parce que c'est des éléments que j'ai placés sur mon plafond. En 3D, mes spots n'ont pas changé, ils ont toujours juste leur aspect 3D. Et en plan de plafond, j'ai ajouté en plus avec une symbolique. Donc, je ne vois plus uniquement mon petit spot qui ne se verrait pas, par exemple, au centième, mais je vois un symbole sur lequel je vais pouvoir régler sa dimension. Pour modifier le type ici, j'aurai les différents paramètres que j'ai ajoutés. Je pourrais changer les différents paramètres et je pourrais aussi changer celui du diamètre du symbole. Par exemple, le mettre un peu plus petit. À partir de ce diamètre-là, je pourrais facilement faire de ce symbole-là, je pourrais facilement faire mes légendes quand je fais mes mises en page. Bon. Dernière chose là-dessus, on peut aussi créer un petit paramètre. Si je reviens ici, ici, je pourrais créer un petit paramètre pour commander sa visibilité. Donc ici, j'ai bien une petite partie visible et je vais pouvoir créer un nouveau paramètre. Par exemple, symbole, c'est un paramètre oui, non, donc ça me fera un petit bouton à cocher ou à décocher. Je peux dire, par exemple, c'est un paramètre de laisser paramètre de type. Et quand je charge dans le projet, si je clique sur un élément ici, j'ai un petit, dans modifier le type, ici, j'ai un petit symbole. Est-ce que je le vois ou pas? Si je décoche, mon symbole ne sera plus visible. Donc, ça permettra, par exemple, de pouvoir le cacher quand je travaille et pouvoir l'afficher au moment de faire mes mises en page. Attention, ça, c'est un élément de détail, ce n'est pas une annotation. Ça veut dire que ça fonctionnera comme un élément de détail. Ça sera visible sur toutes les vues dans lesquelles est mon spot, toutes les vues en plan de plafond dans lesquelles est présent mon spot.
Ce ne sera pas un élément que je devrais copier comme un élément d'annotation. La notation que j'ai ici, c'est juste mon étiquette que je suis venu créer et rapporter. Et puis, dernière chose, on peut regarder un petit peu ce que ça donne en aspect réaliste. Donc, par exemple, je vais peut-être faire le ménage un tout petit peu dans les différents spots pour pas qu'on s'y perde. Allez. Charger. Peut-être en enlever encore eux qui traînent. Et puis, je vais aussi fermer rapidement mes murs parce que sinon... Ah. Là, j'ai fermé très rapidement mon petit élément. Et pour aller tester, par exemple, je vais ouvrir Enscape, qui est un petit logiciel qui permet de faire du rendu réaliste depuis Revit, qui est beaucoup plus rapide en temps de calcul et beaucoup plus qualitatif que le moteur de rendu interne de Revit. C'est juste que quand on va trop vite, on se perd. Et du coup, là, je peux voir mes petits spots. Donc, je vois qu'ils ont leur source d'éclairage ici qui a été définie. Et je vois que j'ai mon petit matériau ici d'auto-éclairement qui leur donne un aspect réaliste. Et qu'ils ont la géométrie qui correspond. Après, bien sûr, les géométries dans Revit, dès que je suis sur des petits éléments, c'est facettisé. Et du coup, dès qu'on zoome beaucoup, on se rend compte que ce n'est pas vraiment un cercle. Mais ça, c'est Revit qui le fait pour pouvoir garder des capacités de calcul. Et du coup, je vois bien que j'ai pu l'appliquer sur différents hôtes. Donc là, je vois mon petit spot que je suis allé appliquer au mur et mon petit spot que je suis allé appliquer sur ma dalle et sur mes joues de plafond, à chaque fois avec leur source d'éclairage. Et comme ça, on a fait le tour des spots rapidement dans Revit. Donc, en 1 heure, c'est un peu court pour vraiment parler en détail dans les spots. Mais l'idée, c'était de voir ce qu'on a dans la bibliothèque de Revit, ce qu'on a dans les gabarits Revit, et comment créer déjà un gabarit par face, et après, comment créer rapidement, à partir de ça, un spot qui donc inclut une source d'éclairage, un symbole pour sa représentation 2D, et différents paramètres pour pouvoir créer différents types de spots. Vous pouvez nous retrouver les vidéos des webinaires, vous pouvez les retrouver sur YouTube et vous pouvez suivre Atlancad sur les différents réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. Et je vous remercie aussi à tous de votre présence et de votre attention. Et je vais regarder le chat si vous voulez poser des questions. Alors, je vais faire un petit tour du stat. Le sujet des interrupteurs, je ne l'évoque pas du tout pour Florian parce que en fait, le sujet interrupteur et tout, c'est plus sur la partie MEP. Là, c'est vraiment du luminaire pour les architectes. Donc, qui viennent, qui n'ont pas trop à agir sur la partie électrique, mais qui viennent juste poser des spots pour faire leur rendu ou pour faire des plans de plafond précis en plaçant leurs spots. Ensuite, dans la partie MEP, on pourra bien sûr aller placer des interrupteurs et des câbles, mais c'est une autre partie. Est-ce que le luminaire coupe l'hôte d'une manière ou d'une autre, impacte-t-il la surface de ce dernier? Non, quand on coupe avec un luminaire ou un modèle générique, on n'agit jamais sur la surface à vérifier en plus. Normalement, on n'agit jamais sur la surface de l'élément qu'on vient de couper.
Après, il y aura différentes options quand on crée des familles où on pourra dire ben, est-ce que ça va agir sur la surface ou est-ce que ça agira pas dans dans les gabarits qu'on choisira. Est-ce qu'il y a d'autres mondes qui a des questions ou... De la même manière, oui, on peut placer on pourra placer dans n'importe quelle vue. Donc, si je me place en vue de plafond, je peux très bien aller soit dans système luminaire, soit dans architecture composant, je retrouverai aussi mes spots. Et je peux les placer soit directement. Donc là, il me demande si je veux le placer sur une face verticale ou sur une face normale ou sur un plan de construction. Et je pourrais mettre sur ma face et aller placer sur ma face. Et là, il détectera, ici, il me détecte que ma face, c'est mon faux plafond. Là, il me détecte que la face, c'est une dalle. Et si je veux placer en façade, je pourrais aussi placer en élévation et aller dire ici, je veux placer mon spot. Il me demande si je veux le placer sur la face. Et là, il détecte bien mon mur comme une face. Ici, il détecte d'autres éléments comme des faces. Et je pourrais venir placer un spot. Après, ce qui va être plus compliqué, c'est si vous voulez, en plan de faux plafond, le symbole du spot qui est placé sur le mur. Il faudra créer un symbole en plus qui, au lieu d'être placé dans notre spot, au lieu d'être placé comme on l'a fait ici, si je retrouve mon spot, au lieu d'être placé sur le niveau de référence, il faudra créer un symbole que je viens placer, par exemple, sur une vue de côté pour pouvoir l'avoir sur le plan de plafond, même si j'ai placé un spot sur le mur. Ça sera un tout petit peu plus long à mettre en place. Les numéros omniclass, c'est de la classification BIM. C'est une des catégories de classification BIM. Donc, Revit, par défaut, nous propose toujours une classification omniclass dans les familles. Si, par exemple, je fais fichier nouveau famille et que je prends un équipement pour faire une fenêtre, donc ça, c'est un gabarit que lui a prévu pour que je puisse faire les fenêtres plus facilement. Et quand je vais dans catégorie, il donne déjà le numéro omniclass de la fenêtre. Donc, c'est quand on fera du BIM, il permettra facilement de classer les choses correctement, chaque élément. Par contre, quand je pars d'un modèle générique, il n'y aura pas de numéro omniclass et ce sera à moi de venir le renseigner. Mais c'est vraiment pour toute la partie BIM. Les dernières choses que je ne vous ai pas montrées, si je reviens sur mon petit projet. Donc là, j'avais fait rapidement une nomenclature de luminaires que j'avais commencé. Donc on peut voir mes différents luminaires, on peut voir leur puissance et agir dessus. Donc si je règle la puissance ici, ça réglera la puissance de mon type. Et on peut aller récupérer toutes les informations qui sont dans toutes les informations des paramètres qui sont ici. Je peux aller les retrouver dans mes nomenclatures ici. Donc je peux aller rajouter des champs pour mettre tel ou tel élément. Si par exemple, je veux avoir la température initiale de couleur, là, je pourrais aller ajouter un champ pour la température initiale des couleurs. Et du coup, là, on voit bien mon spot et ses différents types. Et je peux peut-être ajouter un champ pour l'autre, mais il faudrait que je prenne le temps de chercher lequel c'est. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, je vais couper ici. Bonne journée à tous. Symbole sur l'affichage du symbole. Ah, du coup, il faut peut-être que je remette. Je rebondis sur l'affichage du symbole d'un luminaire sur un mur. Est-ce automatisable? Mais en fait, il faut le faire une fois dans la famille. Et une fois qu'il est fait dans la famille, à chaque fois qu'on viendra placer notre symbole, il viendra se placer. Pour faire ça, il faudra créer, par exemple, est-ce que j'ai coupé mon partage d'écran, donc je pense que je vais le remettre.
Partager l'écran. Écran. Si je reviens sur mon petit spot, ici, on a créé un paramètre de visibilité, donc pour avoir mon symbole visible ou pas visible. Donc, je pourrais très bien ici aller créer un type, par exemple, spot mur, spot où je mettrais sur mur, c'est les fois où je placerai mon spot sur le mur. Et je dirais que, par exemple, dans le type spot sur mur, mon symbole là n'est pas visible, et j'aurai un autre symbole sur lequel j'aurais mis un autre paramètre de visibilité que j'aurais mis sur mes faces pour pouvoir le voir sur mes plans. Donc, quand on veut faire quand tu veux faire un BAES qui soit visible, qui marche sur les plafonds et sur les murs avec des symboles à chaque fois, il faudra créer les différents symboles et après créer un type quand tu le places sur le mur, un type quand tu le places sur un plafond, avec un affichage des symboles quand ils sont affichés dans les différents cas. C'est un tout petit peu long à faire la première fois que tu fais ton spot. Et après, une fois qu'il est fait, ça marche plutôt bien. J'en profite aussi pour dire que Atlancad vend des bibliothèques de famille sous la forme d'un produit qu'on appelle RevLib. Donc, il y a des RevLib pour l'architecture, pour la structure, pour les MEP. RevLib qui vont être amenés à être repensés dans les 12 prochains mois. Et du coup, je me permettrai pour intégrer aussi des spots avec des symboles d'affichage en plan et ce type de choses un petit peu plus détaillées. Du type dot, normalement, on peut récupérer le lot sur lequel on est venu appliquer. Si je ne dis pas de bêtises, je peux le récupérer dans le champ des nomenclatures. J'avoue que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc je vais voir si ici on peut récupérer lot. Je pense que oui, mais je ne sais pas dans quel paramètre c'est. Donc, il faudra un petit peu de temps pour essayer les différents paramètres. Normalement, on doit pouvoir retrouver lot. Ok, merci à tous et je vous souhaite une bonne suite d'après-midi.